c'est toujours mal. Et je condamne toute personne qui s'en prendrait verbalement, physiquement, n'en parlons pas, un journaliste. Et je demande simplement aux journalistes de comprendre parfois l'exaspération des auditeurs. Donc il y a un problème avec les médias, quoi, en gros, pour simplifier. Bruce Toussaint, qui pourrait en douter. Voilà, bonjour et bienvenue dans la médiasphère. Accusée, sifflée et même frappée, la presse est aujourd'hui la cible des candidats à la présidentielle. La presse qui lèche, qui lâche, qui lynche. Politique et médias, ou l'histoire compliquée d'un couple au bord de la crise de nerfs. Rien de nouveau. Et pourtant si, car on l'a vu depuis le début de cette campagne, la violence physique s'est invitée au cœur de ce divorce. Est-ce une reprise en main des politiques ? Est-ce que le quatrième pouvoir, si tant est qu'il y en a un, est devenu un colosse au pied d'argile ? Entre connivence et complot, la presse et politique tentent tant bien que mal de cohabiter avec en spectateurs critiques des Français de plus en plus méfiants. Jean-Marie Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, co-auteur de La France qui gronde aux éditions Flammarion. Et l'autre auteur de cet ouvrage qui a sillonné avec vous la France, c'est Antoine Dreyfus du magazine Society. On a Anne-Claire Ruel, bonjour. Vous êtes fondatrice du board enseignante en communication à Paris 13. Et Thomas Guénolé, bonjour Thomas. Bonjour. Politologue, auteur du Petit Guide du mensonge en politique chez Fayard. Question à tous les quatre, bien évidemment. Est-ce que ce divorce est consommé aujourd'hui entre la presse et entre les médias ? Entre la presse et les médias ? Entre la presse, médias et politique. Ah, d'accord. Il y a toujours eu, de toute façon, comme ce sont deux pouvoirs différents... Quand je dis médias, c'est qu'on parlera oui, bien évidemment des réseaux sociaux oui, qui aujourd'hui s'apparentent à des médias. vous savez, si vous voulez, ce à quoi on assiste effectivement, c'est de plus en plus d'attaques extrêmement violentes de la classe politique vis-à-vis des médias mainstream. Mais c'est un peu, si vous voulez, il y a deux personnes, imaginez deux gosses vis-à-vis des parents, qui sont tous les deux accusés d'avoir fait quelque chose de très grave, et il y en a un des deux qui commence à essayer de se dédouaner en balançant le gamin d'à côté. Eh bien, c'est un peu ce que fait la classe politique vis-à-vis des médias mainstream, en disant les médias mainstream sont vendus au système, racontent des bêtises, racontent des sornettes, etc., etc. Pourquoi ils font ça ? Parce que ça leur permet de se prendre une posture anti-système à pas cher, en allant dénoncer les médias, parce que les médias aussi sont rejetés. La classe politique, elle est rejetée par les Français à plus des 3/4. On est au-dessus de 75%, on est même plus proche des 80%. Menteurs, indignes de confiance, roulent pour leur gueule, etc., etc. Mais on va remettre la croix cette année Oui. terrible avec une association entre la presse Absolument. et les politiques. Et pendant ce temps-là, les médias mainstream sont rejetés par, pareil, entre 75 et 80% de la population. Ils ne nous informent pas, ils sont biaisés, ils sont vendus, etc., etc. Et donc, la classe politique essaye, dans cette campagne, de se dédouaner du fait de recevoir des critiques très lourdes en jetant à la vindicte les médias mainstream. Il y a de ça, quand même. C'est une des raisons. Pas la seule, mais... Oui, et puis je pense aussi que tous les politiques, d'ailleurs c'est pas très nouveau ça, aimeraient bien que les médias soient uniquement leur porte-voix, quoi, tout simplement. Et oui, mais chaque pas dans candidat la critique. aimerait, on l'a vu. Tous les candidats, oui. Il y a ceux la semaine dernière ou encore au début de cette semaine qui refusent d'aller sur un plateau de télévision ou dans une émission de radio et qui justement en profitent pour vilipender la presse. Pourtant ils en ont besoin de cette Il y a presse. les coups de fil aussi, hein. Je crois qu'on peut en parler. Le problème des coups de fil, c'est-à-dire qu'il y a une pression permanente dans le travail des journalistes politiques et des émissions politiques et des papiers politiques, parce que derrière, quand le papier est insuffisamment laudateur ou critique envers tel ou tel candidat, vous vous retrouvez avec des coups de fil d'un tel ou d'un tel en train de dire « mais comment ça ? Comment vous pouvez dire un truc pareil ?» Et vous qui avez quand même du boulot, vous êtes obligé vous vous faites tenir la jambe pendant 20 minutes parce que le type essaie de vous bourrer le mou en disant « mais si, je vous assure, mon candidat est formidable et ça va pas se passer comme ça, etc. » Il y a des pressions par coup de fil qui existent dans la profession. On va pas Alors le problème c'est que dans cette présidentielle, il y a 11 candidats, donc 11 pressions, c'est un peu beaucoup. Oui, il y a aussi les coups de fil pour dire, alors amicaux, qui sont très entre professionnels, on va dire, qui sont d'accord pour cet entretien, mais alors on aimerait bien évoquer surtout ce sujet-là, mais un peu moins celui-là, donc en fait qui déjà vous prépare les questions à l'avance, quoi, avant même que de la part du staff des candidats. Voilà. Oui, ça existe. Oui. Et nous, ce qu'on a avec Jean-Marie, ce qu'on a vu, en fait, c'est une défiance énorme des Français, des gens qu'on a rencontrés, des Français de base, qui ne sont pas des militants, qui ne sont pas des supporters, vis-à-vis de la classe politique nationale. Cette espèce d'élite qui va d'un meeting à un autre, qui prend un avion, qui va dans une chambre d'hôtel, enfin voilà, qui est un peu la jet set politique. Et les élus locaux qui, comme le dit un des maires qu'on a interviewé, les élus locaux qui sont à portée de voix d'engueulade, en fait. C'est-à-dire que
les élus locaux... qui, eux, sont bien traités, d'ailleurs. Eux sont plutôt bien traités. C'est-à-dire que leurs conséquences et leurs actes sont assez vite jugés, mais tandis qu'il y a une espèce d'élite, en effet, politique, et puis... Ça se comprend aussi, parce que les candidats doivent aller vite, ils doivent aller d'une ville à l'autre, etc. Et donc là, il y a vraiment une coupure assez incroyable entre vraiment les Français et les élites. Mais pourquoi dans cette campagne? On va voir dans quelques instants justement que cette opposition, voire cette guerre entre médias et politiques ne date pas d'hier, mais on a l'impression que dans cette campagne présidentielle, tout s'est accéléré. Je le disais, vous verrez aussi tout à l'heure des images, il y a aujourd'hui dans les mots, chez les soutiens, notamment chez les militants, de la violence et parfois de la violence physique. Ça, c'est nouveau quand même. Oui, c'est nouveau. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy qui disait tout sauf la violence physique. Oui, cette défiance, effectivement, vous le disiez bien, elle est pas récente, quoi. C'est là de tout temps. Effectivement, il y a une nouvelle fabrique de l'opinion, en fait. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, notamment, les fédérations de communautés, ce qu'on pouvait dire, de militants fédérés là-dessus, il y a une nouvelle fabrique de l'opinion. Et il y a une ambiguïté, effectivement, entre médias et politiques, parce qu'on est dans une forme de dialectique entre maître et esclave, c'est-à-dire que les médias ont besoin des politiques, évidemment, pour nourrir le flux d'informations continu, mais les politiques ont très envie aussi, effectivement, que les médias disent des choses assez favorables. Très envie et besoin. Voilà, et besoin. Et c'est ce qui provoque aussi l'effet un peu hors sol. Finalement, on a médias et politiques, et c'est ce système qui est en train de s'effondrer un petit peu, qui sont considérés comme une forme d'élitisme. Il y a aussi le fait de reproduction un peu des élites, c'est les mêmes écoles, les mêmes parcours, etc. C'est ça aussi qui est un peu dénoncé d'une certaine façon. Discrètement, elle vient de vous citer Hegel et Bourdieu. Il y a du gros oui. level. et je ne l'ai pas cité, Hegel et Bourdieu. Si, cela, vous pouvez les citer. Ça, mais voilà. Il n'y a pas de problème de temps de parole. C'est exactement ça. Et d'une certaine façon, il y a une déconnexion. Et c'est pour ça que les journalistes de la presse régionale sont assez bien traités, parce que justement, ils traitent du local. Mais on le voit, ce n'est pas une défiance dans le sens de ne plus s'intéresser à l'actualité, puisque les Français sont de gros consommateurs des médias, et pourtant, ils sont plus d'un Français sur deux à être extrêmement défiant. Je reviens effectivement, vous avez raison, à ce baromètre pour La Croix, et il y a une vraie défiance, c'est-à-dire que les Français ont besoin de cette consommation d'informations, de savoir, notamment en cette période d'élection, et pourtant il y a une vraie défiance. Il y a même une chercheuse qui dit « ces résultats, ces défiances renvoient à une forme de désespérance de la société française, très critique vis-à-vis des médias comme vis-à-vis des institutions dans leur ensemble ». Là-dessus, il y a aussi une autre grille de lecture qui est possible, c'est de dire qui est complémentaire. Ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on a, du fait d'un certain nombre de choix de politique économique qui ont été faits, on les approuve, on les approuve pas, mais parmi les conséquences, il y a comme conséquence négative une aggravation des inégalités dans les pays riches, et de plus en plus de monde qui bascule dans ce que le sociologue Guy Standing appelle le précariat. Le précariat, ce sont les Français qui ont des débuts de mois difficiles. Et quand vous êtes de plus en plus nombreux à basculer là-dedans, par définition, vous allez rejeter et trouver nul et trouver insupportable toutes les élites, les médias, les politiques, les décideurs économiques, les intellectuels, etc. Et donc, ça participe d'un mouvement plus large que certains appellent le dégagisme d'ailleurs, mais qui est lié en fait à l'aggravation des inégalités économiques et sociales. Et donc, quand vous basculez du côté des perdants de la mondialisation malheureuse, si vous voulez, en gros, vous allez considérer que toutes les élites et les médias mainstream en font partie. Ce sont des gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, qui sont en train de vous mentir, qui sont en train de vous manipuler, qui ne méritent surtout pas votre confiance, puisque vous, maintenant, vous êtes dans la merde. Alors, on va continuer ce débat. On va faire un petit retour. On vous en parle dans le passé. Le couple média-politique et ce divorce, ça fait quelque temps quand même qu'il est consommé. Regardez. Je veux être le candidat du peuple de France et non pas le candidat des médias, des appareils, de tel ou tel intérêt particulier. Elles sont un peu agressives, hein, vos chaînes. Non, c'est vos caméras qui sont agressives. Elles sont chez elles. Et moi, quand je parle aux électeurs qui se sont portés sur Mme Le Pen, ça pose un problème. C'est le terrorisme du système médiatique. La campagne du premier tour, nous l'avons faite contre un système médiatique absolument déchaîné. Ce qui est nouveau, c'est l'ouverture de bonne volonté des médias. Après une telle campagne de presse, obsédante, et partout, à tout moment, avec l'amour du sensationnel, généralement d'ailleurs falsifié, qu'est-ce qu'on dit 58%, mais il doit y avoir 75 Français sur 100 qui disent mais
Le président était informé. Voilà, vous l'avez entendu, les mots sont forts. Hein. Terrorisme médiatique, on est arrivé dans cette campagne à complot médiatique, torrent de boue déversé. En fin de compte, les politiques accusent depuis longtemps, mais on a l'impression que les mots sont de plus en plus forts dans cette campagne, notamment contre les médias. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'art de la petite phrase, c'est l'art de la reprise aussi. Donc évidemment, on sait que si on balance des mots à puissance évocatrice très forte, puis ils sont repris évidemment sur les réseaux sociaux, ça participe de cette nouvelle fabrique de l'opinion dont on parlait précédemment. C'est surtout ça qui est assez prégnant, quoi. 3 citations. C'est ça. Non, il y a du lourd, hein, vraiment. Mais je pense que oui, c'est surtout cet effet de séparation, c'est-à-dire que encore une fois, on critique. Enfin, les politiques critiquent les médias, certes, mais s'en servent énormément aussi, quoi. Et ça participe effectivement de cette déconnexion. C'est un peu le je t'aime moi non plus, mais pourquoi justement ont-ils besoin de critiquer ? C'est fondamental. C'est pour ça que leur travail d'enquête est fondamental, parce qu'il faut sonder les gens qui sont insondables, c'est-à-dire les gens qui passent sous le radar médiatique. Non mais alors Anne-Claire, je vais vous poser la question. Pourquoi les politiques, je la repose, critiquent à ce point la presse ? C'est à destination de qui ? De leur électorat, d'eux-mêmes ? De cette petite phrase qui devrait être reprise, mais si elle est reprise, cette petite phrase, elle est à destination de qui ? Pourquoi faut-il ça ? Les politiques critiquent de plus en plus et ont des mots de plus en plus durs parce que les enquêtes aussi sont de plus en plus fouillées. Il y a ça aussi. Il y a un travail journalistique qui est de plus en plus conséquent, malgré tout. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous avez travaillé à Cash Investigation. Voilà, j'ai fait le livre d'une enquête sur les pesticides, voilà. Et Cash, c'est en effet une espèce ça, c'est du luxe. On a 10 mois, un an pour travailler. Et donc, en effet... Émission qui a été largement critiquée. Alors, certains disent par les élites, par des politiques, bien évidemment aussi. Ben oui, mais parce qu'on leur montre, en effet, là où ça va pas, là où ça fait mal. Il y a aussi des médias qui se sont créés, comme Mediapart, qui font de l'investigation. Il y a toute une nouvelle génération de journalistes, hein, moi je suis un peu plus âgé, mais de trentenaires qui sont très bons. Et donc du coup, il y a un rapport avec les politiques qui sont... qui clash, quoi, clairement. Plus électrique ? Plus électrique, parce qu'effectivement, mais je pensais justement à ça, c'est que pourquoi on voit en fait que plus il y a d'affaires qui sortent, plus les politiques ont un discours dur sur les médias, quoi. Je veux dire, les deux courbes se suivent. Hein, oui, mais par le passé, il y avait des presses d'opinion qui étaient très dures, il y avait aussi des affaires qui étaient sorties. Il y a quand même il me semble qu'il y a quand même des motifs pour lesquels la classe politique est très dure envers les médias, qu'on peut entendre et qui peuvent être considérés comme justifiés. Je vous prends quelques exemples. Le fait qu'il y ait parfois trop de mauvaise foi et de raccourcis envers les projets des candidats, alors de la part de médias par exemple de gauche vis-à-vis des projets des candidats de droite, et vice-versa. C'est-à-dire que trop souvent, à mon avis, il y a dans les unes qu'on choisit, dans les angles d'attaque qu'on a dans les médias vis-à-vis de tel ou tel candidat, mais dans un sens ou dans l'autre, hein, je ne vise pas un camp en particulier, il va y avoir une tendance au raccourci et voire à la caricature, à la vraie caricature pour le coup. Et donc derrière, le candidat concerné et son staff vont dire ensuite non mais attendez, vous êtes en train de faire campagne contre moi. Et donc, ce type de critique, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Et du côté des Français, ça se transforme en « vous roulez pour ». C'est ça, c'est ça. Alors, je voudrais juste 2-3 éléments. Autre élément, un problème qui est considéré comme le manque de neutralité des médias. C'est-à-dire que dès que les médias disent quelque chose qui est conforme à leur ligne éditoriale. Je prends un exemple, Minute est un journal d'extrême droite, c'est normal qu'ils disent des trucs d'extrême droite. Le journal L'Obs, c'est un journal social-démocrate, c'est dans sa charte éditoriale, c'est normal qu'il penche plutôt au centre-gauche, etc., etc. Néanmoins, il y a toute une partie du public, et la classe politique relaye ça aussi, qui va dire, si vous êtes en train de dire quelque chose qui est dans une ligne politique bien particulière, vous n'êtes pas un bon média parce que vous n'êtes pas neutre. Je voudrais quand même rappeler qu'un bon média n'a pas à être neutre, il a à respecter une ligne éditoriale, c'est-à-dire une ligne politique. Et donc le problème qu'on a, à mon avis, on en parlait avant l'émission d'ailleurs, c'est pas que les médias ont un manque de neutralité, ils n'ont pas à être neutres, mais il y a un manque de pluralisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de diversité des lignes éditoriales des médias par rapport à la diversité des opinions des Français. Et le dernier point dont on parle quasiment jamais, c'est le problème du modèle économique, je crois. La paupérisation. Parce que tout à l'heure, vous parlez de Cash, c'est luxueux d'avoir un magazine où on peut prendre 6-8 mois pour faire une enquête. Exactement. Aujourd'hui, une enquête, multiplication des médias,
On va en reparler tout à l'heure, bien évidemment. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information comme la nôtre, c'est une course à l'information. On n'a pas le temps d'avoir une info ou de la digérer. Il faut déjà passer à autre chose. Vous n'avez pas les ressources humaines, surtout parce que faut quand même... Je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous regardent sont au courant, mais la norme dans les médias, presse écrite, audiovisuelle, etc., c'est quand même le plan social en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une course à la réduction des ressources humaines et des moyens, et donc, modèle low cost, traitement de l'information low cost, c'est inévitable. Et c'est associé aussi au fait qu'il y a d'énormes distorsions entre justement la précarisation des journalistes au sens premier du terme, et puis des éditorialistes très connus qu'on voit partout depuis des années et des années. Et c'est cet même effet, c'est l'effet miroir avec les politiques qui joue extrêmement. Et ce qui est critiqué par les Français, je pense que c'est la presse un peu dite d'allégeance. Parce que finalement, on voit que quand il y a une irruption du réel sur un plateau de télévision, que ce soit lors d'un débat 11 pour parler d'immunité ouvrière ou que ce soit même Léa Salamé, par exemple, face à François Hollande, qui a pu dire « vous plaisantez » en parlant de la politique. L'irrespect du président et de l'image du président. Finalement, ça, les Français attendent d'une certaine façon aussi qu'il y ait une forme de confrontation comme ça qui n'est peut-être pas faite parce qu'effectivement... Ou un candidat qui sort d'un cadre dans un débat à 11 et qui n'hésite pas à attaquer des gros candidats. Les médias cherchent le scoop, évidemment. Il y a une extrême concurrence. Il y a des recettes publicitaires qui s'amenuisent parce que la télévision aussi est ce qu'elle est. Et donc, il y a une forme de pression et de forte tension autour de ce métier journalistique. Mais les politiques, aujourd'hui, on est bien d'accord, et ça ne trompe personne. D'ailleurs, dans cette émission, on en est parfois le reflet, s'entourent de communicants, c'est-à-dire passent leur temps à analyser les médias quand ils vont sur des pistes de ski, quand ils vont visiter des fermes, quand ils vont sur un port à Marseille. Il y a toute cette étude, on étudie l'image, on étudie l'impact, on fait la clap. Donc là aussi, c'est particulier, c'est-à-dire qu'il y a un spectacle d'un côté, on organise le spectacle, et de l'autre côté, quand... les spectateurs ne sont pas vraiment satisfaits, ou en tout cas les diffuseurs ne sont pas vraiment satisfaits, on tape dessus, c'est bizarre. Non, c'est tout simple. En fait, dans le monde idéal de la... dans le monde idéal de la classe politique et des candidats, les médias sont là pour leur servir la soupe, et donc tout ce qu'ils disent est formidable. Les journalistes sont là pour les applaudir, ils sont là pour leur mettre de bonnes images, ils sont là pour leur mettre des papiers qui sont laudateurs. Oui, dans ce cas-là, il faut avoir sa chaîne sur YouTube ou son média privé. Et plus vous vous écartez... Il y en a qui le font d'ailleurs, c'est une nouveauté de cette campagne. Et plus vous vous écartez de ça, plus vous allez recevoir des critiques de la part on en parlait tout à l'heure, des candidats, de leur staff, etc. Je ne dis pas que c'est très intelligent, mais en tout cas c'est humain, c'est compréhensible. Réciproquement, du côté des médias, on peut avoir parfois un réflexe corporatiste qui va être d'accepter très mal les critiques. Je ne dis pas que c'est le cas partout, la preuve, on est en train d'émettre des critiques sur le fonctionnement des médias sur ce plateau, alors que c'est une émission médiatique, c'est une mise en abîme intéressante d'ailleurs. Mais voilà, donc je ne dis pas que c'est généralisé, mais juste une parenthèse au fait, un autre symptôme sur la précarisation, le rajeunissement qui va à une vitesse incroyable de la moyenne d'âge des jeunes journalistes, des salles de rédaction et des rédactions en général. C'est un signe de paupérisation parce que ça veut dire, qu'il y a des charrettes de journalistes qui sont plus de 35 ans, déjà, premier point. Et vous l'avez vu. Donc ça veut dire ça, et ça veut dire aussi que c'est un choix de modèle économique qui est, pour pouvoir réduire la masse salariale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va employer des gens de plus en plus jeunes qui ont donc des prétentions salariales, j'adore cette expression, des prétentions salariales de plus en plus basses. Mais ça veut dire qu'ils sont plus serviles ? Ça veut dire qu'ils sont... je vous écoute. Parce qu'il y a des rédactions, derrière, il y a des directions de la rédaction. Je ne dirais pas qu'ils sont serviles, mais il faut se mettre à la place d'un journaliste qui démarre, qui a 22-23 ans, qui est lui dans une situation économique qui est précaire. Il ne va pas être le premier à aller critiquer la ligne éditoriale de la chaîne, tout simplement parce qu'il n'est pas dans une position où il a l'expérience suffisante pour déjà commencer à détecter ce qui est normal ou ce qui déconne complètement. Vous voyez ? C'est quelque chose qu'on peut plus facilement faire comme dans n'importe quel métier quand on a un peu de bouteille. Et donc, on n'est plus dans le même espace-temps. C'est-à-dire qu'on est à l'ère de la timeline. C'est-à-dire que c'est le fil d'information. Il y a une bataille de l'attention. Donc, il faut faire du scoop, du sensationnel. Et c'est ça qui va faire émerger à la fois le discours politique et puis les médias. Donc, c'est une bataille du clic, tout simplement. Et donc, dans cette bataille du clic et de cette bataille de l'attention, évidemment que les journalistes sont perdants parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour investiguer, il faut du temps pour chercher, il faut du temps pour mettre en forme l'information et la traiter correctement. Et ce temps n'est plus à l'heure actuelle suffisant. Alors du temps, et on va revenir, on parlait de violence tout à l'heure, de violence physique. Vous avez tous bien évidemment en tête des journalistes qui se font frapper, qui se font sortir. Et puis cette violence, on la retrouve chez les candidats bien évidemment, et puis également chez leurs soutiens. Regardez. À cause du retard du train, il a dû annuler. Donc il n'y a aucun moment où il a... Oula.
Wow. Dis-lui qu'on est en direct. Vous êtes des tarés, là. Que t'as cette caméra, On continue sa merde. Pauvre type. Enculé. Vous nous emmerdez. Allez, fous-nous le camp, salaud. C'est comme si vous rentriez dans une église catholique avec le Coran sous le bras. Ça se fait pas. Ah, tu es bon journaliste, les fouilleurs de merde. Tu fais partie de l'entreprise de destruction. Tu veux massacrer. Tu conduisais les trains quand on menait les mecs à Auschwitz, c'est ça que tu faisais. Vous voyez les mots, ils ne sont pas invités, effectivement, et ils ne sont pas invités dans le débat et inventés par la presse. C'est fort quand même. On a l'impression que, dans cette campagne, tout est permis et tout est possible. Oui, mais là, je pense que on est effectivement là. Il y en a d'autres, des exemples. Là, on parlait des meetings et des soutiens, justement. Et là, on est sur justement une frange militante très très réceptive à un discours qui est celui de c'est un complot pour abattre tel ou tel candidat, et qui donc forcément en face la violence avec laquelle ils répondent est d'autant plus décuplée, parce que eux sont persuadés que c'est vrai, quoi. Mais pourquoi après on est plus dans un délire antisémite sur un mélange là sur oui, mais d'un côté il y a quand même quelqu'un ou quelques-uns qui ont appuyé sur le bouton, qui ont toléré, qui ont permis, qui ont incité. Je pense qu'ils sont un peu chauffés à blanc, en effet. C'est un spectacle. Mais c'est parce que la campagne est difficile, c'est parce que... la campagne, qu'est-ce qui a changé ? La campagne, elle est dure parce que les affaires, elles sont assez importantes aussi. Donc, il y a plusieurs candidats qui ont été mis en cause. Après, en effet, comme dit Jean-Marie, ça on est dans les meetings, on est dans les soutiens, dans les supporters, et ils sont chauffés à blanc. Il y a des chauffeurs de salle aussi. Nous, on les a pas fait, on n'a pas fait ça. On a voulu sortir de ça. On a voulu sortir de ça. Dans les meetings, vous êtes sur un public qui est galvanisé dans un sens ou dans l'autre. Et quand on sort justement, parce que vous avez sillonné la France pour votre bouquin, La France qui gronde justement, mais elle gronde comment ? Cette France, elle gronde comme celle que l'on a vue ? Elle gronde comme les politiques aimeraient la voir gronder ? Sauf que les médias ? Justement, face à ce spectacle-là, ce qui est intéressant, c'est que nous, tous les gens qu'on a vus, quelles que soient les régions et quelles que soient d'ailleurs les situations sociales des personnes, mettent les médias nationaux. Et alors, en plus, dans les médias nationaux et dans le rejet, il y a aussi une échelle. C'est disons-le très clairement, les médias audiovisuels occupent le podium aux côtés des politiques. Pourquoi ? Les deux sont mis dans le même sac. Pourquoi la télé ? Parce que les gens ne lisent plus la presse. C'est tout. Les gens lisent plus la presse. Parce que les gens lisent plus la presse. Et puis, c'est le pouvoir de l'image, en fait. Quand on regarde les études d'opinion, on voit bien dans les enquêtes un peu qualitatives que, justement, c'est l'idée qu'on peut trafiquer des images, qu'on peut les tronquer, qu'il y ait du montage. Et c'est pour ça que la radio reste le média de confiance, même si sa cote de popularité décroît aussi, parce qu'il y a une idée de proximité, une idée de direct. On ne peut pas falsifier, on ne peut pas faire du sensationnel avec les images, mais c'est essentiellement ça. Oui, puis il y a une confusion. Moi, par exemple, mon père me dit tout le temps ah, mais vous, les journalistes. Mais oui, c'est mon père. Et moi, je suis qu'un journaliste parmi les 33 000 ou 35 000 qu'il y a en France. C'est aussi dans la rue. Voilà. Et donc, en fait, c'est les élites. Oui, voilà. C'est un peu comme si vous alliez chez votre médecin, ça se passe pas bien, et puis après, on dit oui, mais vous, les médecins. Oui, mais. Donc il y a, je pense, en effet, l'effet grossissant de la loupe de la télé avec ces éditorialistes qui sont un peu hors sol, faut le dire, clairement. Et puis en effet, pas tous. Pas tous, non, mais il y a en effet une différence énorme entre ces gens-là et puis l'ensemble de la profession, quoi. Est-ce que justement, alors, on pourrait expliquer, si je vous suis, ce décalage entre les Français et leur politique, et tout d'un coup, ça retombe sur les médias, c'est-à-dire les médias, c'est la pierre angulaire de ce décalage, c'est l'image de ce décalage. D'une certaine façon, parce que ne serait-ce que le traitement médiatique de la campagne, les Français, quand on les écoute aussi, ils en ont marre qu'on parle des ralliements des affaires. Finalement, qui s'adresse à eux directement ? Et des sondages, on va rajouter ça aussi. Oui. Plus personne. Mais bon, les médias interprètent les sondages, on ne s'intéresse plus à eux, on ne s'intéresse plus à ce qu'ils pensent, on ne leur parle pas de l'état de la France, et notamment d'un point de vue économique, et où on va et quel cap on suit. Et c'est ça qui est aussi... Mais ça, c'est le boulot des politiques ou c'est le boulot des médias ? Quand même, si je peux faire une remarque là-dessus, ça aussi, vous disiez à l'instant, les sondages, si vous regardez bien, comme les médias mainstream passent de plus en plus en modèle low cost, qu'est-ce qui coûte le moins ?
et qui peut quand même faire une audience honorable, voire bonne, eh bien, c'est de faire du traitement de la campagne présidentielle, ce que vous disiez à l'instant, qui finalement, enfin, je crois que si je reformule, je ne sais pas, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais c'est une structure de commentateurs sportifs. C'est du commentaire sportif de la campagne électorale en remplaçant les scores des matchs de foot par l'évolution des sondages. En disant, et les questions posées derrière, ça donne... C'est pour ça qu'un journal comme Le Parisien, par exemple, a refusé les sondages et de commenter, priorisant, j'ai envie de dire, le terrain et les reportages. Et bravo, je pense que Le Parisien a un coup d'avance sur un certain nombre de confrères dans sa profession, sur le fait de revenir aux préoccupations, de faire du qualitatif en fait, au sens des études qualitatives, de s'intéresser aux préoccupations des gens, et non pas à la course de petits chevaux, effectivement. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont un coup d'avance là-dessus. C'est-à-dire que la preuve que c'est vrai, à mon avis, c'est que les audiences, elles sont correctes sur les émissions de type commentaire sportif, un tel pas Kazakh bleu devant Kazakh noir, est-ce que Kazakh orange, etc. C'est bien mais pas top. Et pendant ce temps-là, quand il y a des débats entre les candidats où ils parlent quasiment que de leur projet, ça fait une audience de dingue. De dingue, ce qui veut dire que c'est ça qui intéresse les gens. Mais ce qui est quand même étonnant, on va partir aux États-Unis dans quelques instants, mais de traiter ça pour les médias. Ce qui est étonnant, c'est que les débats entre les candidats, même si on remonte aux primaires qui ont eu lieu, ça fait un carton en termes d'audience. Donc il y a une appétence des Français justement pour la chose politique, mais pas pour les politiques et pas pour les médias. Nous, on l'a vu très clairement dans le périple qu'on a fait là, on l'a vu très très clairement. C'est-à-dire que les gens adorent parler de politique, adorent parler de social, de l'avenir du pays et tout ça, mais ce qu'ils rejettent, c'est ils disent c'est le spectacle de la politique nationale. Et quand ils disent spectacle, ils mettent médias dedans aussi ? Oui, tout à fait. Et ils disent c'est que des trucs, il y a très souvent, nous, ce qu'on a entendu, et d'ailleurs, tout en prenant des catégories sociales complètement différentes, hein. On est dans le spectacle médiatique de la politique, et c'est que des coups bas et des trucs sans fond. Voilà, donc ça veut tout dire. J'ai envie de dire que ces affaires, on va pas revenir en détail dessus, mais elles existent, les médias sont un relais. Alors, je veux bien que ça ne plaise pas, mais dans ce cas-là, les médias ne disent rien ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, oui. Non, c'est pas ça. C'est la façon de le gérer. C'est la façon de le gérer. Je pense qu'il faut le faire. Et nous, on est journalistes, et ça nous passionne aussi, et puis ça passionne les gens. Il y a comme un spectacle, c'est du show. Mais si on a beaucoup dit d'ailleurs de cette campagne qui ressemblait à de la télé-réalité. Ouais, c'est pas forcément bon d'ailleurs. Mais si on ne fait que ça, c'est totalement impartial, et puis ça ne reflète pas la réalité du pays. Le problème, c'est que les gens pensent qu'on fait que ça. Et voilà, les gens pensent qu'on ne fait que ça. Et c'est vrai que moi, je rejoins mon voisin, il y a une question de moyens, ça c'est clair. En effet, il y a une précarisation, côté low cost, recherche des articles pour faire du clic et tout ça, mais il y a aussi une question de volonté. Et moi, j'ai pas souvent l'impression que les journalistes ont la volonté... Vous m'avez dit tout à l'heure en antenne que pour faire ce bouquin, pour sillonner la France, c'est 16 000 € pour faire du reportage de terrain. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une somme, mais effectivement, par rapport à 2 reportages en télévision... un reportage en télévision, faut multiplier par 4. Quoi. Les documentaires bien foutus qui parlent des problèmes des gens font un cadre d'audience de manière quasiment systématique. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, vous savez, au début de cette campagne, vous aussi qui nous regardez d'ailleurs, on a beaucoup parlé que ces violences verbales, violences physiques, venaient d'un modèle, et que ce modèle, justement, nous venait des États-Unis. On écoute et on en parle juste après. Demain, tous les médias vont dire que j'attaque et que je divague sur la presse, mais je ne le fais pas. Je dis juste que vous êtes malhonnête. Silence, silence, silence. Vous voyez, il ment. Retour des attaques envers la presse. Sur Twitter, il écrit: Les fake news, les médias mensongers ne sont pas mes ennemis, ce sont les ennemis du peuple américain. Eh bien, les fuites dans la presse sont réelles. Vous faites partie de ceux qui les ont écrites et publiées, mais les informations, elles, ne le sont pas. Je vous donne pas la possibilité de poser une question. Vous racontez des bobards. Vous racontez des bobards. On a beaucoup dit que les politiques français s'étaient inspirés de Donald Trump à partir du moment où lui a pu le faire et que ça l'a conduit là où ça l'a conduit. Eh bien, la presse française était également victime de nos politiques. Oui, j'avoue que je suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est bon de l'entendre. C'est rare. Non, mais en s'en tenant à la France. En s'en tenant à la France, on a une tradition assez longue du fait d'avoir des déclarations qui vont être extrêmement hostiles envers les médias. On a pu le voir jusqu'à François Mitterrand. Mais même, moi, il se trouve que moi, il y a quelques mois, pour des travaux de recherche, pour comparer la montée de l'antisémitisme français à la fin du 19e siècle et la montée
de l'hostilité envers les Français de confession musulmane aujourd'hui. J'ai comparé la presse valeurs actuelles sur les musulmans aujourd'hui et la presse antisémite au moment de l'affaire Dreyfus, pour voir s'il y avait des similitudes d'argumentation. Et je constatais que les cibles n'étaient pas les mêmes, mais le type d'argumentation était le même. Et comme j'ai été amené à lire un certain nombre de documents et de presse de l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était violent les attaques non seulement des médias envers la classe politique, mais même de la classe politique envers tel ou tel média, en disant « Mais vous, on sait bien que vous êtes vendu à tel banquier, ou alors vous, de toute façon... » Parce que c'était à l'époque où il y avait des vraies presses, entre guillemets vraies, bien évidemment. Des presses d'opinion, mais radicales. Et donc, nous sommes simplement en train de renouer avec des choses qui existaient avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une certaine retenue des élites politique et médiatique sur jusqu'où on peut aller dans les coups qu'on s'envoie à la figure, et je suis poli en disant à la figure, et maintenant on revient à une radicalité et à une hystérisation du débat qui existait voici un siècle. Mais c'est très il y avait un retour à la presse d'opinion et non pas au caniveau que l'on peut trouver sur la toile, parce que ça ressemble de plus en plus à ça, vous pensez qu'il y aurait un clivage salutaire pour la démocratie, notamment vis-à-vis de la presse et des politiques. C'était bien, je dis que c'est pas nouveau. La question, non, la presse d'opinion a existé, oui. Mais est-ce que justement le fait de moins identifier aujourd'hui un média ou un éventuel soutien, ça justement donne ce flou et les politiques au sens large en profitent? C'est cette histoire de pluralité de l'information et de la presse et des sources de médias, en fait. C'est ça l'enjeu, en fait, actuellement. Et je crois qu'on est à un moment charnière, en fait. Il y a un monde qui s'effondre sans bruit. C'est le monde de l'infantilisation, de la verticalité, justement, des médias dominants. Et puis, il y a un monde qui est en train d'émerger. Alors, on est un peu dans le clair-obscur aussi, mais c'est vraiment le monde Internet, justement, la pluralité d'informations. Maintenant, la consommation des médias est différente, c'est-à-dire qu'on va à la pêche aux informations. C'est-à-dire que les Français vont spontanément chercher l'information. Ils n'attendent plus que ça descende de manière verticale. Mais est-ce encore la formation ? Et c'est ça qui change. Oui, quand il s'agit justement de journaux d'opinion, on voit bien avec le succès par exemple des médias en ligne, des pure players qui ont des abonnements. On voit très bien le succès, c'est-à-dire que si c'est considéré comme de l'information intéressante, fouillée, il y a des gens pour s'abonner à ce type de médias. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui est en train de se redéfinir actuellement. Alors, ce qui est intéressant quand même, on a regardé dans cette campagne, c'est qu'il y a une interprétation de la boue lancée par les médias ou du rôle des médias en 2017 en fonction si vous êtes un gros ou si vous êtes un petit candidat. Vous allez voir, les expressions ne sont pas les mêmes. On commence par les gros. Les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses. Et c'est là où les commandes de vos rédactions, quand elles vous demandent attrape une réaction de Hamon sur ceci ou cela, je vais m'asseoir dessus. Pourquoi la Gorgone est-elle l'ancêtre du journalisme? Et là, je me remets à votre sagacité. Eh bien, parce que la Gorgone vous regarde et elle vous fige. Et les fils, sa propre vie. Elle vous tue en vous figeant dans un rôle. Non mais ça, pardonnez-moi, mais... Je comprends un camp, oui, tout à fait. Lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, je pense que ça pose un problème. Voilà, ça, c'était, vous avez bien entendu, les propos qui ont été prononcés pour les gros. Écoutez maintenant les petits, vous allez voir, le ton change. Le journalisme, c'est l'impartialité. Ce n'est pas le remplacement des règles constitutionnelles. On voit une chaîne de télévision qui réserve ce débat à un club. Je resterai une petite candidate aux yeux des médias. Parce que, mis à part les 15 derniers jours où il existe une stricte égalité de temps de parole, jusque-là, les grands médias peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Je suis rentré dans la salle du débat, tout le monde a remarqué que j'avais un t-shirt, un t-shirt qui n'a pas plu à grand monde, visiblement, du côté de ceux qui chroniquaient ou de ceux qui commentaient l'émission. Eh bien, quelle honte pour la presse écrite française. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Nous ne sommes plus qu'un théâtre d'ombre. Mais vous êtes voué à la disparition du journalisme à la française. Lorsque nous allons voir M. Apathy à RTL, il nous dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon? Lorsque nous allons voir M. Bourdin à RMC, il dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon? Lorsque nous allons voir à France 3 à Bordeaux, il nous dit « Nous ne vous donnerons jamais la parole ». Ah bon? Eh bien, pourtant, vous avez la parole. Vous avez vu sur ce plateau la différence de ton. On a l'impression que les petits, c'est parler de nous, on a besoin de s'exprimer. Les autres, c'est oubliez-nous.
Oui, mais d'ailleurs, le débat... Problème de riches, problème de pauvres. Le dernier débat avec les 11 candidats était assez formidable. C'est vrai qu'on s'attendait à une foire d'empoigne. Bon, ils n'ont pas pu faire la totalité de leur programme, mais en termes d'intensité dramatique et puis même de visibilité pour tous les candidats, c'était un bon exercice démocratique, moi, je trouve. Trop de thèmes, par contre. Trop de thèmes, voilà. Ouais. Trop de thèmes. Mais disons que là c'est vrai que mais est-ce qu'on on a découvert des gens, en fait, en plus. Oui. Est-ce qu'on peut tout dire? Parce que les mots qui sont prononcés sont des mots qui sont très difficiles, qui sont difficilement supportables. C'est-à-dire, vous, moi, vous qui nous regardez, si on vous dit ça dans la rue, vous allez avoir des réactions. Est-ce que justement, c'est pas un problème, cette utilisation? Est-ce que ça va pas laisser des traces, cette campagne? Là, à ce niveau-là, il me semble que il faudrait que les médias eux-mêmes se réveillent à partir d'un certain moment, quand on est dans l'insulte, ou quand on est dans l'agression, à l'antenne, sur le plateau. Par exemple, de vous dire, en version beaucoup moins polie, oui, je vous prends pour un imbécile, le sous-entendu c'est « et je t'emmerde », dans ces cas-là, vous arrêtez l'émission. Vous arrêtez l'émission, c'est pas grave, il y aura un blanc de 2 minutes, le temps de meubler à l'antenne, mais à un moment donné, il y a des règles élémentaires, mais élémentaires de politesse. Mais ça marche dans les deux sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a une façon dont les journalistes s'adressent à tel ou tel candidat. Non, à un moment donné, il faut être... D'ailleurs, on l'a vécu, quand il y a des limites qui sont dépassées, on évite de continuer justement à les diffuser. Une conférence de presse où un politique se met à insulter les journalistes pour faire référence à quelque chose qui est arrivé. Pourquoi est-ce que les journalistes ne se lèvent pas et tout simplement quittent la salle, quoi? Les politiques le font bien quand ils estiment qu'ils ne sont pas traités de manière on l'a vu dernièrement cette semaine, des politiques qui refusent d'aller dans un débat ou dans un studio, ou qui quittent le plateau, effectivement, là aussi pour faire du buzz. Ça peut continuer à monter ces comportements, ou est-ce que justement il va y avoir une sorte de modus vivendi pour que ça s'arrête? Mais le problème, c'est qu'on est un peu dans une machine aussi qui tourne, une machine infernale qui s'alimente elle-même, c'est-à-dire qu'il y a... Qui s'auto-alimente, qui s'auto-alimente, pardon. Non, c'est compléter ce que vous venez de dire. C'est qu'effectivement, quand même, et notamment à la télé, on est dans quand même une mise en scène de l'actualité, du politique et tout ça. Et que effectivement, pourquoi l'émission s'arrête pas? Chacun donne le bâton pour se faire battre. Oui, parce que pourquoi l'émission ne s'arrête pas quand si tu m'insultes, ça va faire du gosse, donc je te laisse m'insulter. Exactement. Voilà, il y a le politique qui va sortir complètement. Mais pourtant, côté coulisses, c'est pas un jeu. Je vous assure, c'est pas, rien n'est agréable là-dedans. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui motive alors? Non, il y en a quand même qui surjouent. Il y en a pour qui c'est un théâtre. Mais la norme, c'est plutôt que la tension sur le plateau soit réelle. Mais il arrive quand même que vous en ayez qui vous fassent un spectacle et qui se tapent dans le dos ensuite quand ils sortent de plateau. Oui, mais là, les mots majoritaires, ça a quand même. Alors, de vous à moi, ça a quand même disparu dans cette présidentielle. Il y avait la culture du clash, la culture du buzz. Mais là, on a vraiment le sentiment qu'on est passé quand même à un degré autre. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a pas mal d'incertitudes. Il y a pas mal d'incertitudes sur qui va être au second tour. Il y a pas mal d'incertitudes sur les orientations économiques et sociales que vont prendre les candidats, le futur président ou la future présidente. Donc en fait, tout le monde est un peu à cran aussi. C'est ça aussi. Cette campagne, notamment dans le rôle média politique, c'est le reflet de la fébrilité, vous pensez? Je pense. Tout le monde est assez inquiet, on ne sait pas trop. C'est une situation assez inédite en termes de campagne électorale aussi. Là-dessus, j'entends beaucoup dans les analyses qui peuvent être émises que les Français se droitisent. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, ce que je constate, c'est que les Français se radicalisent, mais chacun dans son couloir. C'est-à-dire que le bloc... vous l'avez ressenti, vous, sur le terrain, dans votre terrain? Sur les différents blocs. C'est-à-dire qu'en fait, l'électorat... Et cette radicalisation est anti-presse, anti-élite, toujours, anti-politique? Oui, et chacun sur ses propres opinions dans son couloir. C'est-à-dire que l'électorat de droite est de plus en plus de droite. L'électorat... gauche pro-mondialisation et de plus en plus gauche pro-mondialisation, la preuve, il y en a un certain nombre qui décident de soutenir carrément un candidat centriste. Vous avez l'électorat de gauche qui est altermondialiste, qui lui va plutôt vers un candidat assez clairement altermondialiste, etc., etc. C'est-à-dire que chacun, et puis alors du côté de l'électorat qui va être plus pour le coup dans le nationalisme, là ils y vont vraiment à toute bringue. Et donc en fait chacun se radicalise dans son couloir. Et donc tout le monde est à cran, oui, parce que le climat est extraordinairement tendu entre des gens qui sont de moins en moins disposés au compromis sur leurs valeurs
valeurs et sur leurs croyances politiques profondes. Et donc c'est valable pour l'électorat, mais je voudrais rappeler que c'est valable aussi pour les journalistes, qui ne sont pas faits de bois, que je sache, les éditorialistes, les intellectuels, etc., etc. Et donc en fait, c'est toute la population, car après tout, nous sommes tous des électeurs. Donc cette guerre, si je vous suis, c'est intéressant, entre politique et médias, n'est que le reflet de ce qui se passe dans notre société. La radicalisation, chacun dans son couloir. Chirac parlait de fracture sociale. Je crois qu'on est dans une espèce d'abîme social. C'est-à-dire qu'il y a une pulvérisation, effectivement, en plusieurs communautés qui restent, pour reprendre la métaphore athlétique tout à l'heure, chacun reste dans son couloir, fait sa course tout seul. Il y a moins le vivre ensemble dont on a rebattu. Ça n'existe plus. Voilà, c'est complètement annihilé. Et voilà, c'est ça qui ressort. Et si je peux compléter, la structure du chacun dans sa communauté, ça me fait penser à une chose. Le comportement de consommation de contenu médiatique par la population, c'est pas, je dis pas que c'est bien ou mal, c'est simplement une évolution que je constate, pas tout seul d'ailleurs, on est nombreux à le constater, c'est de plus en plus de consommer d'abord sur les réseaux sociaux. Or, le fonctionnement des réseaux sociaux d'un point de vue structurel et organisationnel est communautaire et même communautariste, c'est-à-dire qu'on reste entre soi, entre gens qui pensent la même chose, qui s'entendent déjà bien, etc. Il y a un côté néo-tribal, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en période électorale, vous restez entre gens qui sont en train de se bourrer le mou, en étant tous d'accord sur un truc, et c'est un effet boule de neige. Et je sais plus dans quoi est bossée une journaliste, je crois que c'est du New York Times ou du Huffington Post, enfin en tout cas un grand média de référence aux États-Unis, et qui a découvert après, non pardon, c'était une Britannique, je crois, je sais plus, peu importe, mais qui était en train de dire, mais moi je comprends pas, sur mon compte Facebook, des types qui sont pour le Brexit, je n'en ai jamais vu. Et là, elle a découvert une notion qui est le filtrage des algorithmes par Facebook qui vous envoient des trucs avec lesquels vous serez a priori d'accord. Ce qui, structurellement, fabrique des communautés entre soi coupées les unes des autres. C'est un côté la défiance, parce que maintenant, quelle est la bonne information vraie, justifiée, vérifiable de la fausse information ? Et c'est ça qui arrive à... C'est-à-dire que si je vous suis bien, les Français ne croient plus en leur politique, ou pas trop, dans leurs médias non, donc vont chercher effectivement l'information autrement, alors sur la toile bien évidemment, même si elle n'est pas forcément toujours très très vraie, ou souvent manipulée, à vous entendre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réconciliation, vous ne voyez pas de réconciliation dans Plutôt une atomisation. Plutôt une atomisation. Anne Clap parlait de la fracture. Moi, j'ai employé une formule pour une interview en disant que la fracture de 1995 de Jacques Chirac, c'était plus une fracture, c'était un gouffre. Et c'est en effet, on a constaté en effet des fractures énormes, enfin des abîmes en effet dans les Français, avec des Français qui ne se comprennent même plus et qui ne veulent même plus chercher à se comprendre en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils font même plus l'effort de bienveillance que nous on a fait en allant voir des gens qui ne sont pas de notre bord politique, évidemment. C'est-à-dire qu'on se jette en fin de compte, et on en a le reflet, vous l'avez vu dans cette émission, des invectives à la figure, on essaie, et des anathèmes, et on n'essaye même pas de se comprendre ou de... On n'essaye même pas de se comprendre, et en effet, Internet et les réseaux sociaux renforcent vos convictions. Vous êtes d'extrême droite, vous avez à voir tous les... Non, mais vous dites ça parce que vous êtes un journaliste du système. Voilà, oui, c'est ce genre de réponse. Non, mais vous êtes d'extrême gauche et ça va être pareil. Vous allez... Là, d'ailleurs, c'est un petit truc d'entre-soi. Voilà, c'est ça. Le Front républicain, etc. Essayer de comprendre un à un, d'aller voir les gens, de savoir ce qu'ils pensent et pourquoi ils pensent ça et pourquoi... et on peut essayer de faire remonter tout le monde. Oui, ça, ce qu'elle dit, c'est une manipulation du complexe médiatique. Ça peut être interprété effectivement ce genre comme de discours, on voit ça, on lit ce genre de réaction. Les médias sont victimes. Merci beaucoup à tous les quatre et on se quittera sur cette phrase, justement, cette défiance et peut-être ces violences. En tout cas, la presse conspuée, résultat et renvoie à une forme de désespérance de la société française, très critique vis-à-vis des médias que nous sommes et de toutes les institutions. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve lundi et on part direction les États-Unis.